Nous sommes à la croisée des chemins. TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors que nous allons bientôt atteindre le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube principale, nos contenus sont invisibilisés, cachés, étouffés pour minimiser notre force de frappe. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Le coup était dur, coûteux. Et il est temps de montrer à présent au système et ses sbires que nous frapper, nous faire disparaître n'est plus une option parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes trop déterminés et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Un exemple parmi d'autres, TVL n'a eu de cesse de dénoncer la corruption qui gangrène l'Ukraine et aspire l'argent des Français bien loin des fables humanitaires. Ces derniers jours, un nouveau scandale de détournement de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros a été révélé. Au cœur de l'affaire, des proches de Zelensky. Certains ont même déjà fui le pays. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser 66% de votre don de vos impôts. C'est le moyen le plus simple et le plus juste d'arrêter de financer ceux qui détruisent notre pays. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Politique et Écho, cette semaine en compagnie de Marc-Gabriel Draghi. Bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. Marc-Gabriel Draghi, juriste spécialisé dans l'histoire du droit, passionné par la question monétaire et l'histoire du capitalisme. Vous êtes déjà, Marc-Gabriel, venu sur le plateau de TV Liberté nous présenter vos ouvrages, Le Grand Reset en marche, La Grande Narration et le dernier, Le Voici, CBDC ou plutôt CBDC, puisque c'est un acronyme anglo-saxon, la langue du diable, certains diront une monnaie pour asservir l'humanité, édité chez K Édition, ouvrage comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, les CBDC pour Central Bank Digital Currency, en français, monnaie numérique de banque centrale comme l'euro numérique, actuellement en préparation à la Banque centrale. Alors, une monnaie, dites-vous, Marc-Gabriel Draghi, pour asservir l'humanité. Vous dites dans votre ouvrage que celui qui contrôle la monnaie contrôle la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, rapidement, parce que évidemment, pour présenter les monnaies numériques de banque centrale, je fais un retour sur les origines de la monnaie pour expliquer ce qu'est une monnaie et je donne ma conception à moi, puisqu'on est dans une époque très liquide où tout est remis en question et il est difficile des fois de définir certains objets, notamment un homme d'une femme. Donc moi, je redonne la définition classique de la monnaie qui a été donnée en son temps par Aristote et qui était en fait contemporain de la création de l'objet monnaie au sens classique du terme, c'est-à-dire le morceau de métal précieux estampillé par la cité. J'explique que c'est une norme de droit impératif, c'est-à-dire une norme à laquelle personne ne peut déroger. Et à la fin, la monnaie, c'est la loi. La monnaie, c'est la loi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je dis aussi que on a la réponse dans un proverbe français qui dit le temps c'est de l'argent.
Mais en réalité, on peut renverser presque comme un syllogisme, l'argent, c'est du temps. Et donc en fait, comme quand vous travaillez, mon cher Pierre, ou que je travaille, on vend quelque part son temps. Et le temps, c'est quoi? C'est la vie. Et Dieu étant le grand pourvoyeur du temps, et le banquier qui sait quel capital on a en banque, entre guillemets, c'est-à-dire notre temps de vie. Bon, c'est un peu plus détaillé que ça dans le livre, mais j'explique que celui qui contrôle la monnaie contrôle la vie des gens, et c'est pour ça que le pouvoir monétaire, le pouvoir de création monétaire a été très 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 longtemps l'apanage, le domaine réservé des souverains, des empereurs, des rois, puisque c'est la loi suprême, nomos nomisma, qui réglemente presque, en tout cas, qui encadre l'activité des sociétés humaines et notamment l'économie. Voilà. Et alors, pour rebondir, la citation du père de la dynastie Rothschild, évidemment, qui disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me fiche de qui fait les lois ». On peut continuer avec vous, Marc-Gabriel Draghi, avec une définition. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale? En 2 mots, je pense que les Français, nos téléspectateurs, commencent à savoir de quoi ils retournent. Oui, grâce à vous notamment, puisqu'il y a quand même pas mal d'émissions sur le fameux euro numérique. Les monnaies numériques de banque centrale, en réalité, leur vrai nom, on devrait les appeler monnaies numériques programmables. Et pourquoi ce sont des monnaies? Oui, certains disent oui, mais ça va rien changer, on paye déjà en monnaie électronique. La monnaie électronique et la monnaie numérique programmable n'ont rien à voir. Et en fait, la monnaie numérique programmable, ce n'est plus de la monnaie. On sort de la monnaie. Tout simplement parce que la monnaie perd son caractère de fongibilité. 1 euro égale 1 euro. Si je vous donne une pièce d'1 euro, mon cher Pierre, que la pièce est un peu sale ou qu'elle est propre, vous allez me prendre la pièce d'1 euro. Là, avec les monnaies numériques de banque centrale, les monnaies numériques programmables, le caractère fongible de la monnaie disparaît et 1 euro numérique est unique. Les 20 euros numériques qu'on donne à Pierre Bergerot pour mettre un peu d'essence, ils pourront être alloués à mettre de l'essence et ils seront tracés, puisque c'est le système de la blockchain. Donc on pourra voir, il y a une traçabilité qui est à 100% transparente. Et après, il y a la problématique de la programmabilité, mais on va le voir, qui pose la question de la sanction a priori. Donc en fait, c'est la loi qui est remplacée par le code. Et j'en parle aussi dans le livre, puisque ça renvoie au fameux article devenu très célèbre maintenant du juriste américain Lawrence Lessig, qui enseigne à Harvard, qui avait dit « le code fait loi » et qui expliquait que si on ne maîtrise pas et qu'on ne se pose pas la question de l'écriture du code au sens politique dans le monde numérique, c'est le code qui va s'occuper de nous et qui va nous réglementer. Voilà, pour faire très simple, c'est bien plus développé dans le livre. Mais en fait, la monnaie numérique programmable, ce n'est plus de la monnaie, puisqu'en fait, le caractère fongible de la monnaie disparaît. En fait, c'est autre chose, c'est du code, c'est la loi qui est remplacée par le code. Donc on change de paradigme civilisationnel et en fait, on change même de statut pour l'humanité. Voilà, ça va même au-delà, et c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Une monnaie pour asservir l'humanité ». C'est une monnaie qui n'en est pas une, et l'objectif, c'est de structurer une société de contrôle de l'humanité. Alors, vous parlez de ces monnaies numériques de banque centrale comme un pivot de la 4e révolution industrielle, notion mise en avant par l'ancien directeur du forum de Davos, Klaus Schwab, des monnaies pouvant donner, dites-vous, au gouvernement un pouvoir inédit. L'objectif de cette 4e révolution industrielle, est-ce que vous pouvez nous le résumer? Alors l'objectif le plus exprimé de la manière la plus simple possible, c'est un peu l'objectif et les prophéties de Jacques Attali ou de Yuval Noah Harari, c'est-à-dire à terme la réification de l'homme, c'est-à-dire la chosification de l'homme en mauvais français. Et donc l'objectif est de fusionner les paramètres, l'identité biologique des humains et de la transposer dans le monde numérique, vers une identité numérique, et ensuite de les fusionner. Donc en fait, c'est d'améliorer l'homme. On est toujours dans cette opération de réparation du monde, ce grand tikkun olam, la grande réinitialisation. Et le but, c'est de changer la nature de l'homme pour en faire autre chose. Et évidemment, ça peut paraître extravagant quand on l'exprime comme ça, mais en fait, la 4e révolution industrielle, c'est présenter un homme augmenté. C'est pour ça que d'ailleurs, sur ma couverture, vous avez un homme de Vitruve un petit peu amélioré avec des fils qui lui arrivent dans la tête. Voilà, avec un cerveau connecté. Et qui est au centre d'une humanité qui est
profondément changé à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Alors cette grande réinitialisation, c'est un terme qu'on a aussi entendu pendant la crise du Covid-19, qui a été un peu mise de côté, on n'entend plus du tout parler. Est-ce que l'hyperclasse, comme vous dites, a oublié, a mis de côté cette notion, ou est-ce qu'on est encore en plein dedans ? On est encore en plein dedans, sauf qu'il y a eu un bug dans la matrice, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'en fait, même s'il y avait des communications autour de la grande réinitialisation, puisque Schwab avait sorti son livre en janvier 2020, il a sorti le livre « La 4e révolution industrielle », qui est le livre le plus important en 2016, mais en fait, c'était de la littérature réservée aux initiés. Et en fait, le vocable « grande réinitialisation » a été divulgué dans l'opinion publique, et ça nous a permis de justement discuter des conditions et de ce programme politique qui est un programme politique de l'hyperclasse. Donc l'hyperclasse a essayé de reprendre la main, notamment en 2022-2023 à l'occasion de la guerre en Ukraine, où ils ont essayé de développer un contre-récit par rapport aux fameux complotistes qui débunkaient, on va dire, ce programme politique. Donc ça a été le fameux grand récit, la grande narration, The Great Narrative de Klaus Schwab. Et l'hyperclasse, je l'avais aussi exprimé à votre micro, a été très mécontent en réalité de la gestion de Klaus Schwab, déjà à l'intérieur du Forum économique mondial, et ce qui explique sa démission en janvier 2025. Donc de toute manière, il était poussé vers la sortie, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une crise en interne, et on a reproché à Schwab d'avoir été mis trop en lumière, et surtout d'avoir mis trop en lumière des aspects du programme qui devaient s'imposer aux populations. Et on l'a vu, certains éléments comme le pass sanitaire ont été mis en échec. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement abandonnés, c'est qu'en fait ils sont mis en sommeil. Il y a une caducité au niveau du droit européen et aussi chez nous au niveau du droit national, et on va dire le triptyque Green Pass, donc passe sanitaire, identité numérique et monnaie numérique de banque centrale devait être mis en avant et déployé bien plus tôt. Mais comme il y a eu une crise du récit, c'est-à-dire en fait il y a des récits alternatifs qui sont montés, le Forum économique mondial a préféré, sur l'aspect communication, mettre ça en sommeil et développer, ça a été le thème de 2025, l'intelligence artificielle, la superstructure à l'âge de l'intelligence. En fait, favoriser le développement de l'infrastructure et en faire un peu moins sur la communication et le marketing pour vendre aux populations, puisque sur cet aspect-là, ils ont échoué au début de la décennie 2020. Donc pour être sûr de bien comprendre, ce que vous nous expliquez, c'est que cette grande réinitialisation, en fait, c'est l'objectif pour cette hyperclasse de moderniser un système monétaire à bout de course, le moderniser par une numérisation de la monnaie. Tout à fait. Et en fait, à travers la numérisation de la monnaie, vous avez en fait la monnaie qui est l'outil de base du capitalisme et de l'économie. Vous avez une numérisation intégrale de l'activité humaine. C'est-à-dire, par l'intermédiaire des monnaies numériques de banque centrale, des CBDC ou MNBC, vous avez en fait le cadenas qui permettra de fermer la cage, de fermer la cage de la grande numérisation. Et nous, on est à l'intérieur de cette cage. En ce moment, ils sont en train d'édifier les poteaux, la structure de cette cage. Et s'ils arrivent à mettre en place les monnaies numériques de banque centrale, notamment nous en Europe, pas avant 2029 pour la généralisation, puisqu'ils ont pris du retard, ce sera, on va dire, l'aboutissement. Et ce sera en fait un crédit social qui sera officiel, voilà, officialisé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Christine Lagarde et les dirigeants se défendent de mettre en place un crédit social à la chinoise, mais qui sera en plus bien plus efficace en Europe, mais on y reviendra peut-être après. Alors en lisant votre ouvrage, Marc-Gabriel Draghi, on trouve tout un tas, notamment dès le début, de références aux textes bibliques. Alors est-ce que c'est pas un peu dérisoire d'utiliser de tels écrits en rapport à quelque chose d'aussi moderne dans un monde où tout est matérialisé ? Alors justement, ça pourrait paraître extravagant, mais quand on s'intéresse aux communications et à certaines sorties dans la presse des dirigeants de la tech, notamment quelqu'un comme Peter Thiel ou Elon Musk, qui sont directement des acteurs de la tech et notamment de l'intelligence artificielle, on peut s'apercevoir que ce que moi j'appelle la marque de la bête, en fait les monnaies numériques de banque centrale sont la marque de la bête. Ça peut paraître extravagant quand ça vient de Draghi au micro de TVL, mais en réalité c'est le fond du discours des géants de la tech. Vous avez Elon Musk en 2014 qui a dit avec l'intelligence artificielle, on invoque le démon.
2014. Peter Thiel dit que, en réalité, les écritures apocalyptiques sont en fait des prédictions de ce que l'humanité est susceptible de faire dans les années à venir. Donc ça, c'est Peter Thiel. C'est-à-dire c'est la personne qui a créé PayPal avec Elon Musk, qui fait partie de la mafia PayPal, qui a un des premiers financeurs de Facebook Meta, LinkedIn, Airbnb, c'est-à-dire toutes les grandes licornes et même les grosses entreprises du S&P 500. Peter Thiel était acteur et qui est surtout le cofondateur de Palantir. Donc rien que le nom de Palantir, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, c'est l'œil qui voit tout. On peut se poser la question de la différence entre technologie et, on va dire, magie. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le célèbre écrivain Arthur Clarke, qui a écrit 2001 Odyssée de l'espace, qui a dit, à un certain point de technologie, la technologie et la magie deviennent indiscernables. Et d'ailleurs, si on avait dit à vos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents qu'on pourrait se parler via des téléphones et qu'on verrait notre image... Ils auraient parlé de magie. Je pense qu'ils auraient parlé de magie à un certain point. Donc, en fait, évidemment, dans le livre, je l'explique, les monnaies numériques de banque centrale sont réellement la marque de la bête. Et d'ailleurs, Peter Thiel, qui a fait toute une série de podcasts sur l'antéchrist, explique que l'intelligence artificielle, c'est la construction d'un antéchrist. Voilà. C'est Peter Thiel qui le dit. Alors Peter Thiel se dit catholique, se dit chrétien, adepte de René Girard. On peut un peu s'en méfier parce que quand on voit son mode de vie, c'est-à-dire il est quand même très éloigné, on va dire, des valeurs traditionnelles et aussi son réseau. Je rappelle qu'il est aussi cité dans l'affaire Epstein. Il est dans les dossiers Epstein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dit les choses comme Yuval Noah Harari qui dit avec l'intelligence artificielle, attention de ne pas invoquer. Le terme, c'est invoquer une puissance qui serait plus forte que les humains. Voilà. Oui, Yuval Noah Harari, qui était le conseiller particulier de Klaus Schwab. Rappelons aussi que l'ancien patron de la Fed, Ben Bernanke, disait « Je suis là pour accomplir les écritures bibliques ». Et puis cette marque de la bête à laquelle vous faites référence, c'est expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est l'Apocalypse qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Donc toutes ces références bibliques. Et puis aussi, il y a cette lettre G que vous avez mis au centre de cette monnaie. À quoi correspond cette lettre ? Alors, cette lettre G, elle fait référence évidemment à tout ce que je viens de vous dire précédemment, c'est-à-dire en fait à la gnose, c'est-à-dire à cette conception presque d'un dieu démiurge que pourrait être l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Peter Thiel. C'est-à-dire en fait une espèce d'antéchrist déjà donc plus fort que l'humanité et presque divin évidemment, puisque avec des capacités supérieures aux hommes. Donc cette espèce de démiurge, mais surtout, la couverture fait référence à une couverture de 2021 de The Economist, c'est toujours les fameuses couvertures de The Economist, où The Economist exposait une grosse pièce de la même pièce avec un G au centre, qui expliquait les GovCoins, donc le G vient pour les GovCoins, the digital currency will transform the finance, c'est-à-dire les monnaies numériques vont transformer la finance. Donc en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Et le G fait aussi référence à la grande réinitialisation, au grand récit. Il y a toujours ce fameux grand great qui est mis en avant et on retrouve la lettre G assez fréquemment en fait quand on regarde les projets de l'hyperclasse. Alors, cette hyperclasse, vous en parlez tout au long de votre ouvrage, Marc-Gabriel Draghi. Hyperclasse, dites-vous, financière, nomade et apatride et qui prospère sur la dette, un espèce d'esclavage sans fin promis à l'humanité. Donc, cette hyperclasse veut imposer ces CBDC, ces monnaies numériques de banque centrale, mais on a vu que, vous le disiez un petit peu tout à l'heure aussi, que des résistances ont émergé ici et là de la part des banques privées, les banques commerciales et puis aussi donc dans les opinions publiques. Est-ce que cette hyperclasse a déjà perdu la partie eu égard à ces résistances ? Alors elle a perdu une bataille, notamment la bataille sur le narratif. C'est-à-dire en fait l'euro numérique devait se déployer sans trop de résistance au niveau du focal médiatique. C'est-à-dire en fait les grands médias ne parlent pas de l'euro numérique. On vous dit ce sera un complément au cash. Voilà. Il n'y a que dans les médias alternatifs qu'on traite ce sujet à la fois technique mais aussi politique. Donc ça les a fortement dérangés et ça les a obligés à construire
un récit alternatif pour dire, vous voyez, c'est des théories du complot, vous inquiétez pas, ça sera en complément du cash, le fameux cash plus, mais aussi, comme vous l'avez très, très justement dit, il y a, en lien avec ce récit alternatif, vous avez aussi des banques commerciales, certaines banques commerciales, et notamment au sein de l'Union européenne, qui ont trouvé que le projet de l'euro numérique, alors là je parle pour l'Europe, en fait le projet de l'euro numérique, il est copié sur le yuan numérique chinois. C'est-à-dire en fait c'est une banque c'est une banque centrale qui doit mettre en place une monnaie numérique programmable par l'intermédiaire du secteur public. Voilà, comme sur le modèle chinois. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a dit, notre modèle c'est la Chine. Et en réalité, ça ne satisfait pas le secteur bancaire européen qui, lui, va être, certains en tout cas, les plus petits, c'est comme toujours, vont être perdants. Donc en fait, déjà, ça ne les convient pas dans les attributions des compétences sur qui crée quoi. Et la Banque Centrale Européenne a été forcée progressivement à changer son plan qui a plusieurs options, en réalité, on en reparlera après. Et l'option A est tombée. C'est-à-dire, en fait, imposer un yuan numérique comme le modèle chinois, ça ne se fera pas parce qu'il y a une hostilité des banques commerciales. Ce qui ne veut pas dire... Et puis, il faut rappeler aussi que cette guerre avec la Russie et l'Ukraine est arrivée un petit peu comme en point d'orgue à la fin de la crise du Covid-19. Peut-être que la BCE aurait été à même à ce moment-là de commencer son narratif de monnaie numérique tout de suite. Exactement, surtout qu'il y avait la Grande Guerre, on nous sert encore le narratif de Grande Guerre à l'Est, sauf que les populations n'ont pas du tout marché par rapport au Covid. Ça a duré 6 mois, je le rappelle tout le temps, on était d'accord pour accueillir quelques Ukrainiennes, mais après, les peuples n'ont pas souscrit de la même manière qu'ils ont été d'accord pour se faire vacciner, par exemple. Ouais. Donc, ça a moins marché. Et en fait, il y a eu un effondrement à l'intérieur des narratifs des gouvernements occidentaux et en particulier européens. Surtout qu'il y a eu aussi un peu du hasard, des coïncidences. On a un Emmanuel Macron qui n'a pas eu la majorité absolue au Parlement. Donc, on peut imaginer que les choses ne se seraient pas passées différemment si les législatifs, par exemple, au Parlement, avaient donné une majorité au camp présidentiel et aux champions de Davos, qu'était Emmanuel Macron. Donc ce qui est certain, c'est que là, les banques centrales adaptent leur programme et elles vont adopter une stratégie en fait qui est la même que celle des pays anglo-saxons, en particulier les États-Unis et l'Angleterre. Et vous expliquez bien que pour passer outre les résistances de l'opinion des banques privées, l'hyperclasse serait susceptible de mettre en place une forme de déflagration, genre crise financière, ou des choses comme ce qu'on avait vu à l'époque avec cette opération cyberpolygone d'une crise de l'Internet. Ça pourrait prendre quelle forme exactement, selon vous, déflagration ? En fait, dans le livre, j'explique qu'il y a plusieurs options pour elles pour mettre en place le projet. Il y a évidemment, si les populations ne sont, en tout cas en Europe, ne sont pas si souples que ça pour accepter cet outil, il y a aussi une possibilité d'organiser une cyberpandémie. C'est pas moi qui le dis, c'était Klaus Schwab au lendemain de la pandémie, la crise sanitaire qui nous avait été imposée en 2020-2021, qui expliquait déjà en 2020 que la prochaine pandémie serait cyber. On a déjà vu d'ailleurs plusieurs sites internet, d'ailleurs notamment celui de TV Liberté, qui ont eu des problèmes, là il y a quelques jours. Des attaques Exactement. Donc, et c'est aussi un moyen, d'ailleurs dans le Great Reset, il y a la tentative d'appuyer sur un bouton. C'est-à-dire pour reconfigurer l'Internet qui est malheureusement pour l'hyperclasse en accès libre. Donc le cyberpolygone qui est une expérience de la même manière que l'Event 201 qui avait préparé la crise sanitaire, la pandémie, est déjà travaillé à Davos et expérimenté par le Forum économique mondial de Davos. Donc il est totalement possible que si nous ne sommes pas... si on est trop réfractaire... Si on est trop réfractaire et qu'on n'est pas assez souple sur cet outil, ils utilisent ce moyen-là, sachant que ça permettrait aussi de liquider une partie de certaines dettes, voilà, et de reconfigurer tout le système. Et dans une société où on est sur une transition moderne, enfin ancien monde et nouveau monde, un choc est toujours salvateur pour ceux qui organisent justement le monde d'après. On voit bien chronologiquement, en tout cas, Marc-Gabriel Draghi, que ces monnaies numériques de banque centrale ont émergé en réaction à l'arrivée de ces crypto-monnaies, notamment la plus célèbre d'entre elles, le Bitcoin, c'était en 2009. Comment les grandes organisations, NSA, FMI, Banque centrale, BlackRock, Davos, ont-ils vu l'émergence de ces crypto-monnaies ? Alors évidemment,
évidemment, d'un point de vue officiel, les banques centrales, la BRI, le FMI... La Banque des règlements internationaux. La Banque des règlements internationaux et le Fonds monétaire international, officiellement, à la création du Bitcoin, elles sont apparues hostiles. C'est-à-dire, mais elles en ont fait tout de suite la promotion par l'intermédiaire d'un bad buzz. Le Bitcoin n'a jamais été, surtout au moment où il est popularisé en 2011-2012, les premiers rapports de la Banque centrale européenne, c'est 2012, de la BRI, c'est 2012-2013. Il y a des unes du Monde et des grands médias déjà en 2010-2011, Bitcoin, la monnaie d'Internet, etc. Et en fait, elles se sont servies du Bitcoin comme un prétexte. C'est-à-dire, en fait, attention, le Bitcoin est un danger, alors qu'en réalité, là, le Bitcoin, actuellement, s'il y a 10% des gens qui ont un compte bancaire qui ont du Bitcoin, ou des crypto-monnaies, c'est énorme en France, et on fait tout pour qu'ils possèdent des crypto-monnaies, mais en réalité, elles se sont servies de prétexte, et en fait, l'objectif, c'est de construire les monnaies numériques de banque centrale sur l'outil blockchain et smart contract, même si le Bitcoin, par exemple, n'a pas de contrat intelligent dans sa blockchain, en tout cas pas actuellement. Mais ils se sont greffés sur l'euphorie fabriquée autour du Bitcoin, qui est depuis officiellement sous contrôle de BlackRock. Son cours est officiellement sous contrôle par Wall Street, Fidelity, BlackRock et d'autres grands gestionnaires d'actifs. Mais ils ont construit un narratif pour dire aux populations « Ah oui, le Bitcoin nous menace, il faut que nous aussi, on fasse un pas en avant dans le bond technologique pour vous proposer des choses qui vous satisfont. » Alors qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de demande. Et on l'a vu d'ailleurs au Salvador. Le Salvador avait pris une lei Bitcoin qui n'a pas du tout marché, puisqu'en fait, les gens n'ont jamais utilisé le Bitcoin pour aller dans les commerces. Ils n'en voyaient pas l'utilité. En fait, le bon vieil argent liquide qu'on a au fond de la poche, ça reste l'outil de liberté, même quand vous avez une monnaie qui se déprécie et qui se dégrade, qui reste privilégié par les populations. Alors on a vu dans les médias des gens se réclamer du Bitcoin, déclarer qu'ils avaient gagné une fortune en investissant sur cette crypto-monnaie. Vous parlez carrément d'escroquerie en la matière. En fait, le Bitcoin, c'est une escroquerie puisque c'est un Ponzi. La valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est 0. Les défenseurs vont dire non, le Bitcoin, c'est le standard Bitcoin, le standard énergie. C'est comme l'or, regardez, on creuse, on utilise de l'argent pour creuser, à la fin, on trouve une pièce d'or. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas compris que l'or, ça a une valeur intrinsèque et c'est pas parce qu'on creuse et qu'on met des heures et des heures à creuser pour avoir de l'or que ça donne de la valeur à l'or. Ça, c'est un raisonnement qui est totalement faux. L'or, il a de la valeur parce qu'en fait, c'est un matériau immuable. Ça fait référence au temps. La monnaie, c'est du temps. Pourquoi l'or est la vraie monnaie? L'or et l'argent sont la vraie monnaie? Parce qu'en fait, l'or, il y a 1000 ans, vous l'enterrez au fond de votre jardin, vous le ressortez, il a la même tête. C'est un matériau qui est immuable et qui ne change pas à travers le temps, ce qui est quand même assez rare. Vous voyez, sonnant et trébuchant. Sonnant et trébuchant, et c'est de la richesse intrinsèque. Et en fait, le Bitcoin, c'est un Ponzi qui est fabriqué par une puissance on va dire opaque, même très étanche, un ectoplasme nippon qui n'est pas nippon, qui est très vraisemblablement la NSA. Il y a d'autres projets. Satoshi Nakamoto qui serait censé être le père du Bitcoin, mais on ne connaît pas cette personne, on ne sait même pas si elle existe. Qui détient si un 21e des Bitcoins. Ouais. Donc le jour où Satoshi Nakamoto, il y a la révélation de qui est Satoshi Nakamoto, le Bitcoin c'est terminé. Mais le Bitcoin en fait est un vecteur qui doit amener vers la tokenisation des actifs, en fait la mutation du système financier international pour rendre tout liquide. L'immobilier, les terres, tout doit être transposé dans le monde numérique via la blockchain et rendre tous les actifs le plus liquides possible, évidemment au profit de la finance et pour nous déposséder et nous spolier. En 2030, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Alors ça sera peut-être pas en 2030, mais le Bitcoin est un vecteur de la tokenisation des actifs. Et d'ailleurs, la tokenisation des actifs est un des grands combats de BlackRock. C'est-à-dire BlackRock qui a vanté le Bitcoin via son ETF spot et qui est le grand leader du cours du Bitcoin. Larry Fink, dans toutes les conférences de presse, dans les émissions, il vous parle de la tokenisation des actifs. C'est l'avenir et le Bitcoin est le vecteur des monnaies numériques de banque centrale. Moi, je dis que c'est le marchepied des monnaies numériques de banque centrale et c'est la réalité. Et même certains à Wall Street commencent à s'en rendre compte. Pour ceux même qui ont commencé un petit peu à investir, ils retirent. Là, on est à la fin novembre. Certains ont retiré un peu d'argent du Bitcoin pour investir dans la terre, l'or, où les cours flambent et voilà. Donc il y a une réalité, c'est que le Bitcoin est un vecteur technologique qui sert le monde d'après.
Vous expliquez aussi très bien dans votre ouvrage qu'un certain nombre, 135 pays exactement, sont en train d'étudier, de tester, de développer ou ont même déjà lancé leur monnaie numérique de banque centrale. Les BRICS notamment sont engagés dans ce combat de la monnaie numérique de banque centrale, en tout cas pour les mettre en place. Comment vous expliquez cela alors que les BRICS sont connus comme étant un modèle alternatif voulant mettre en place un système monétaire alternatif en lien avec la dédollarisation? Alors en fait, d'apparence, le projet des BRICS est assez bon. C'est-à-dire, en fait, quand on est pour la multipolarité, d'un point de vue géopolitique, quand on veut sanctionner les États-Unis qui nous ont conduits dans l'apocalypse monétaire depuis 1971 et les accords de change flottant, c'est-à-dire la décorrélation de la création monétaire avec les stocks d'or, et le fameux discours de Richard Nixon en août 1971, en fait, on se dit, les BRICS, c'est l'avenir. Et en effet, les BRICS, c'est l'avenir. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que cet avenir, cette remodélisation du système financier international, est-ce qu'il n'est pas contrôlé? Est-ce que c'est pas une destruction contrôlée? C'est ça en fait la question. Et en fait, quand on regarde l'agenda CBDC, l'agenda des monnaies numériques de banque centrale, on s'aperçoit que l'ensemble des pays du monde, alors l'ensemble des grands pays du monde, il faut raisonner en fait en sphère monétaire, ont entamé une stratégie de déploiement de cet outil. Alors évidemment, vous avez le discours de Christine Lagarde qui vous explique que l'euro numérique est un enjeu de souveraineté. Voilà, on vous dit et de sécurité contre le terrorisme. Évidemment, la sécurité c'est toujours le premier, c'est toujours le premier motif. Mais on vous dit, on va être dépassé technologiquement. Mais en fait, rien n'empêche de travailler sur la technologie, mais par exemple d'adosser la création monétaire à des stocks de métaux précieux qui sont tangibles, qu'on peut toucher et qui sont une richesse intrinsèque et qui ne permettraient pas à une certaine élite de concentrer l'entièreté des richesses et d'en spolier d'autres. Donc ça, c'est un autre débat. Et quand on voit le yuan numérique, on voit clairement que le yuan numérique est le modèle de l'euro numérique. Aux États-Unis, évidemment, la Fed, depuis le décret présidentiel de Donald Trump, a abandonné ou mis en pause en réalité ses travaux sur le dollar numérique. Mais les États-Unis, quoi qu'il arrive, même sous Biden, n'avaient pas entrepris, la Réserve fédérale n'avait pas entrepris de travaux avancés sur la monnaie numérique de banque centrale, tout simplement parce qu'ils en ont déjà une, qui s'appelle le Bitcoin, et les stablecoins. La DeFi et, on va dire, l'écosystème crypto, c'est dollarisé à 98%. Donc quand vous utilisez les stablecoins USDT, USDC ou le Bitcoin, en réalité, vous soutenez l'économie américaine. Donc vous avez toute une sphère qui tourne autour du Bitcoin. D'ailleurs, on voit aussi les enjeux avec l'Amérique latine, avec Milley qui est renfloué par Trump pour gagner les élections. Enfin bref, et on voit qu'il y a des sphères qui se concurrencent. Mais attention entre la dialectique, et on voit les BRICS, et le pôle central, c'est la Chine. Attention, et autour, il y a les enjeux autour de ce contexte, il y a les enjeux avec l'intelligence artificielle. Et on voit qu'il y a un peu une guerre entre l'Occident et les BRICS qui arrive. Mais attention, qui va maîtriser la synthèse? Est-ce que les acteurs qui sont d'un côté avec Wall Street et de l'autre côté avec les usines chinoises, est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Est-ce que les flux d'investissement n'irriguent pas à la fois la tech américaine et les usines chinoises? Et est-ce qu'à la fin, il n'y aura pas une synthèse qui sera mondiale? C'est la question qu'on peut se poser. On entend le chef d'état-major des armées français, il y a quelques jours, déclarer qu'il faudra peut-être envoyer les enfants de France combattre contre la Russie. Emmanuel Macron lui-même répétait ce discours belliciste à l'encontre de la Russie. Est-ce que cette guerre ne pourrait-elle pas servir de détonateur à la mise en place de ces monnaies numériques? On voit dans l'une de ses déclarations Jacques Attali dire que la grande réinitialisation, le gouvernement mondial viendrait à la place de la guerre ou après. Mais de toute manière, la guerre, comme le dit Peter Thiel, qui est concerné par l'intelligence artificielle et par le monde de la tech, pour mettre en place un pouvoir totalitaire, il faut utiliser l'argument de l'Armageddon. Donc la guerre, c'est l'Armageddon. Et c'est de faire peur aux populations. De dire, vous avez on nous distribue des kits de survie en ce moment. Vous avez le grand méchant russe qui peut hacker vos sites internet, nos données de santé. Dès qu'il y a un problème en France, on sabote, pour prendre le cuivre, une armoire qui empêche les trains de circuler. On dit que c'est les Russes. Et on criminalise aussi la critique légitime d'un gouvernement illégitime. Lui, Emmanuel Macron, on dit que c'est une ingérence russe sur les plateformes numériques, alors qu'on sait très bien que notre président de la République a une tonne de bots et une tonne on va dire,
l'ordinateur qui s'occupe de sa promotion et de sa communication. En fait, on voit bien que là, de plus en plus, on nous emmène vers un entonnoir qui nous dit attention, on doit mettre en place une société de contrôle puisque les risques sont multiples et nous menacent. Donc la guerre, le grand Armageddon, le grand méchant ours qui nous menace à l'Est, ça peut évidemment être un motif à nous imposer certains outils, notamment l'identité numérique. Et dans le cas d'un cyberpolygone, s'il y a une redéfinition de l'Internet, l'Internet ne sera pas libre. On vous dira, Monsieur Bergerot, il faut vous identifier. L'identité numérique. Il faudra montrer patte blanche pour retrouver un accès à Internet. C'est évidemment le projet. Sur ces monnaies numériques de banque centrale, vous citez aussi le directeur de la Banque des règlements internationaux, Agustin Carstens, qui dit ceci, la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et nous disposerons, dit-il, de la technologie pour les faire respecter. Il avait aussi qualifié le cash de monnaie détestable. Exact. Donc sur l'avenir de cette monnaie, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, la grosse personnalité qui est Agustin Carstens a totalement défini les objectifs politiques des monnaies numériques de banque centrale. En réalité, déjà, le premier ennemi de l'hyperclasse, c'est l'argent liquide. Contrairement à ce que dit Christine Lagarde. Christine Lagarde est en réponse au récit des médias alternatifs qui mettent en garde contre le péril de l'euro numérique. L'ennemi à faire disparaître, notamment parce que ça finance le terrorisme, ça finance le narcotrafic. On nous rabâche tout le temps les oreilles, qui existent, c'est une réalité. Mais on pourrait les régler d'une autre manière, c'est-à-dire mettre des forces de police, sanctionner très très durement les gens qui s'occupent de ces trafics ou les terroristes et pas les laisser sortir. Voilà. Cesser de calculer la drogue comme partie intégrante du PIB. Voilà, mais en fait tout ça, ce ne sont que des motifs à imposer des outils de contrôle. On le voit notamment il y a eu par exemple avec la nouvelle carte vitale qui est disponible depuis le 18 novembre. On a une carte vitale dématérialisée qui est proposée aux Français, donc ça a déjà été téléchargé par 1,8 millions d'assurés sociaux, et on dit ce sera plus pratique pour aller payer le médecin. Mais en réalité, on sait très bien que la première chose à faire, c'était peut-être de mettre en place un contrôle analogique des gens qui sont titulaires d'une carte vitale pour éviter que sur une population de 68 millions d'habitants, on ait 73 millions de cartes vitales ou 72 millions de cartes vitales. Donc en fait, on voit bien que tout est motif. La sécurité est le motif principal, mais en réalité, rien n'est fait pour solutionner les vraies problématiques de sécurité. Et évidemment, l'argent liquide, ça commence c'est depuis 2008, en fait, en réalité, que l'argent liquide est pointé du doigt. Mais en tout cas, à l'horizon 2030, il doit avoir disparu. Alors déjà, par l'usage, les Français le font très bien tout seuls. C'est-à-dire quand vous allez payer votre baguette de pain avec le téléphone, vous n'avez pas besoin d'Agustin Carstens pour faire disparaître l'argent liquide. Et le jour où on n'aura plus d'argent liquide, nous n'aurons plus de moyens économico-politique de combattre la bête. La BCE a lancé son projet d'euro numérique à partir de 2019 pour une mise en place officielle. En tout cas, la date n'a pas changé en 2027. Et vous évoquez tout à l'heure cette inquiétude autour du caractère traçable de la programmabilité de cette monnaie. Et pour atténuer tout cela, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a affirmé il y a 2 ans que l'euro numérique ne sera jamais une monnaie programmable. Alors, est-ce qu'on peut croire cet individu sur parole ? Alors, on peut le croire puisqu'il l'a dit, mais il a rajouté autre chose. Il a dit, par contre, l'euro numérique permettra des paiements conditionnels. Donc en fait, les paiements conditionnels, c'est la programmabilité de la monnaie. C'est-à-dire en fait, il joue sur les mots. Un paiement conditionnel, c'est de dire, on autorise pour cet euro numérique, on autorise à acheter de l'essence, pour le bilan carbone ou à payer un billet d'avion ou un billet de train. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc en fait, ils savent très bien, ils connaissent très bien les objectifs de l'outil qu'ils sont en train de mettre en place. Je rajoute que Fabio Panetta est parti à la Banque d'Italie depuis. Il a fait défection auprès du board de la Banque centrale européenne pour reprendre un poste chez lui en Italie. Et c'est pour ça que la Banque centrale européenne est quand même devant plusieurs échecs et elle est dans un cafouillage. Donc en fait, vous l'avez dit, la date c'est toujours 2027 pour l'euro numérique. Au 30 octobre 2025, il a été annoncé que l'euro numérique n'était pas abandonné et que la Banque centrale européenne allait poursuivre ses objectifs, sachant que le rulebook, c'est-à-dire les dispositifs réglementaires n'ont pas été votés par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Donc il y a des
complexité réglementaire qui existe encore à l'heure actuelle. Mais par contre, ça a été dit alors, par un autre Italien qui s'appelle Cipollone. Décidément, il y a beaucoup d'Italiens à la Banque Centrale Européenne qui sont responsables de l'euro et qui a dit qu'il n'y aurait pas de généralisation, c'est-à-dire de massification de l'euro numérique avant 2029. Tout simplement parce que d'un point de vue technique, c'était trop compliqué et que vraisemblablement, les premiers pilotes allaient intervenir fin 2026, début 2027. Donc, comme le dit Christine Lagarde, sans avancée concrète, le projet de ces monnaies numériques de banque centrale pourrait être abandonné. Est-ce que la BCE a un plan de secours ? Alors la BCE a plusieurs plans de secours. La BCE commence, alors au départ, il était hors de question de parler d'option B. Là, on était sur l'option A, mais on voit qu'elle a quand même clairement du plomb dans l'aile. Donc l'option A, c'était imposer un euro numérique par le secteur public, la puissance étatique, même si la Banque Centrale Européenne n'est pas directement en état. Bref, c'est une entité sui generis. Mais maintenant, il est vraisemblable qu'ils aillent forcer et contraints, notamment par les banques commerciales, vers un stablecoin euro. C'est-à-dire en fait un système hybride où la Banque Centrale Européenne travaille sur la monnaie numérique de gros, c'est-à-dire l'interopérabilité avec la monnaie interbancaire pour les gros établissements et les échanges de monnaie entre pays. Voilà. Donc la Banque Centrale Européenne travaillerait sur l'euro numérique au niveau du volet wholesale CBDC, la monnaie interbancaire, et elle laisserait le développement du volet de détail, le retail CBDC, aux banques commerciales via les stablecoins, voilà, pour réussir à concurrencer les stablecoins dollars qui sont hégémoniques là sur le marché mondial et aussi permettre un usage pour les populations de détail et les acclimater à l'usage de digital currency mais garanti par des banques commerciales avec un volet de chapeautage comme le système actuel en fait par la Banque centrale. Donc a priori on va aller vers cette orientation, sachant que le grand modèle de la Banque Centrale Européenne de manière historique, la Banque d'Angleterre, a complètement reviré aussi et va utiliser cette stratégie qui est en fait la même que les Américains. Pourquoi vous parlez beaucoup d'Israël dans votre ouvrage ? Vous dites « laboratoire de la 4e révolution industrielle ». Est-ce que Israël est aussi un État qui compte lancer un shekel numérique ? Évidemment, mon cher Pierre. Alors déjà, les banquiers centraux d'Israël participent au Digital Currency Consortium Governance du Forum économique mondial. Israël est la Startup Nation, la vraie Startup Nation. C'est malheureusement pas la France, mais c'est Israël. Alors même si de mon côté, Israël pour moi n'est pas une nation, c'est un consortium et une entité qui est financée par des flux financiers, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de population ethniquement homogène. Bref, ça, ni de constitution. Ni de réelle constitution. La langue, l'hébreu, n'est pas parlée par l'entièreté de la population. Il y a beaucoup de russophones. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais en fait, Israël est montré en exemple par le Forum économique mondial notamment et les chantres de la 4e révolution industrielle comme un exemple. Qui a été à la pointe, je vous le rappelle mon cher Pierre, qui a été à la pointe du pass sanitaire, du Green Pass? C'était Israël. On disait le modèle, regardez les Israéliens ce qu'ils font. Et alors là, je vais peut-être choquer certaines oreilles, mais qui est à la pointe de la domestication et la liquidation de peuples autochtones sur leurs terres depuis 2023 ? C'est Israël à Gaza, puisqu'en fait on s'aperçoit que notamment via l'intelligence artificielle, Israël mène ses opérations d'épuration ethnique, de contrôle de sécurité via des drones tueurs, l'intelligence artificielle, pirate les téléphones. Il y a la fameuse affaire des beepers avec le Hezbollah. Donc en fait, Israël est à la pointe sur l'ensemble des volets du déploiement de la 4e révolution industrielle et aussi sur les monnaies numériques de banque centrale, même si personne n'en parle. Israël est très en retrait et communique assez peu, mais participe à l'ensemble des réunions, notamment avec la BRI et au sein du Forum économique mondial, pour initier certaines avancées, notamment les conversions et l'interopérabilité avec certaines crypto-monnaies. La Banque centrale d'Israël est très à la pointe sur ces sujets-là aussi. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'en parle dans mon livre. Vous développez aussi tout ce qui est identité numérique comme support à l'établissement de ces futures monnaies numériques de banque centrale. On n'a pas vraiment assez de temps, mais en tout cas, je recommande la lecture de l'ouvrage de Marc-Gabriel Draghi où tout cet aspect est développé. Cette
grande numérisation, pour l'éviter, vous expliquez qu'il faudrait carrément aller détruire les banques centrales qui centralisent le pouvoir monétaire aujourd'hui. Mais alors, qui serait chargé dans ce que vous proposez, si on devait revenir à une monnaie bimétallique, or-argent, qu'on va évoquer tout à l'heure, qui serait chargé d'émettre la monnaie ? Le Trésor. C'est ce qui existait avant. C'est ce qui existait avant la création de la Banque de France chez nous. Et je rappelle que Napoléon Bonaparte, à partir de 1800... Le Trésor, c'est l'État. Le Trésor, c'est l'État. Voilà, le ministre du Trésor. On dit pas, il pourrait très bien y avoir le Trésor. Et en fait, Napoléon Bonaparte. Ça aurait été Bruno Le Maire en un autre temps, vous voulez dire. Oui. Après, on n'est pas obligé de nommer. D'ailleurs, c'est Bruno Le Maire parce qu'en fait, les banques centrales sont toutes puissantes. Ouais. On pourrait voir cette corrélation. Mais en réalité, c'est le Trésor qui s'occuperait de la gestion des circuits monétaires, comme ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, les seules fois où la France a repris en main le contrôle monétaire, la dernière fois sous le général de Gaulle, on appelait ça le circuit du Trésor, le circuit national du Trésor, mais le circuit du Trésor, c'est ça, c'est son vrai nom. De Gaulle avait fait ça, c'est-à-dire en fait il avait fait grossir les compétences et les missions du Trésor au détriment de la Banque centrale. Et Napoléon Bonaparte, qui a lui-même créé la Banque de France, puisque ça lui avait été en 1800, ça lui avait été demandé par les gens qu'il avait placés à la tête de la France, les Pergaud, les Garat, toute la finance suisse, la finance protestante suisse. Au bout d'un certain moment, avait renationalisé en interne en nommant un gouverneur et en donnant des missions plus importantes au Trésor. Donc en fait, les banques centrales, on peut totalement les détruire, surtout que nous avons un intérêt, ce serait de détruire l'euro qui n'est pas notre monnaie. La monnaie de la France, c'est le franc. Et vous êtes gentil, vous avez parlé de ma solution que j'évoque dans le livre avec les monnaies bimétalliques. Évidemment, les gens vont dire « Ah mais oui, mais il veut revenir à Jules César et aux Romains, tout ça. » Mais non. Et ça fonctionnait en tout cas. Mais en réalité, on peut très bien avoir une monnaie développée technologiquement avec de la blockchain, avec des distributeurs automatiques. Mais avec un adossement sur du tangible. Ouais. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une économie au standard. On adosse la création monétaire à du tangible et du concret et quelque chose où on ne peut pas tricher. On ne crée pas la monnaie ex nihilo à partir de rien, parce que la monnaie créée ex nihilo, c'est, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes ouvrages, c'est une création diabolique. C'est-à-dire, en fait, à la fin, ceux qui paient, c'est ceux qui travaillent réellement. Et c'est jamais ceux qui sont en haut et qui créent justement la monnaie. Et comme l'expliquait l'économiste allemand Hjalmar Schacht, puisque la France est dans un endettement à 3 400 milliards d'euros, il expliquait une émission contrôlée par l'État peut relancer l'économie malgré un État surendetté. Tout à fait. Alors en plus, nous, on a certains avantages comparatifs qu'on pourrait qualifier, si on écoute David Ricardo, ça n'en est pas du tout, mais par exemple, on a des stocks d'or. Donc en fait, si demain, la France redécide de dire, nous les Américains, alors déjà le président qui fera ça, il aura quand même des problèmes, il y aura sûrement des tentatives d'assassinat, mais le président ou le premier consul ou n'importe quoi, ou le roi ou n'importe quoi, la personne qui fait ça, en fait en réalité, elle détruit le système financier mondial, puisqu'une puissance... Déjà De Gaulle, quand il avait demandé que l'or français soit rapatrié, il a eu des problèmes lors d'un référendum en 69. Ouais, et puis on avait déclenché quelques événements avant avec des agents américains. En mai 68. Mais évidemment que la personne qui fait ça, elle aura des problèmes, mais en réalité, dans l'état d'endettement mondial dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le monde entier est endetté, et même la Chine, qui est l'usine du monde. La Chine est endettée, elle a des bulles à l'intérieur de son économie, elle n'a pas développé son marché intérieur, bref. S'il y a un grand pays comme la France, même la France d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la France qui ne représente pas grand-chose et qui est humiliée à l'international de manière quotidienne, si un grand pays nucléarisé comme la France reprend le contrôle de sa monnaie et dit « moi maintenant », faut jamais dire on paiera pas, faut dire on dévalue et on adosse notre nouvelle création monétaire à de la richesse concrète. En France, on a encore de la richesse concrète, encore heureusement, ça se vient dans 10-20 ans, ce sera peut-être encore un autre débat, mais si on fait ça, en fait, on détruit le système financier international et mondial. Sachant qu'en fait, ce que je vous dis, c'est déjà programmé, mais c'est programmé au bénéfice de l'hyperclasse. Ça s'appelle les accords Bâle III. Et en fait, l'or est déjà redevenu l'actif numéro 1 des banques centrales, l'or physique. En fait, ils se préparent déjà à ça. Sauf que pour l'instant, ils finalisent pas. C'est-à-dire, en fait, ils disent, on attend. Alors l'or, ils essayent de récupérer le plus possible. L'or est en train de monter, puisqu'en fait, les monnaies papier se déprécient. C'est pour ça que dans mon livre, j'explique, c'est la fin des monnaies papier. Enfin, elles sont brûlées. Et on va aller sur autre chose pour qu'ils conservent le pouvoir. Et c'est pour ça que l'or et l'argent, entre 2020 et 2025, vous avez une augmentation
de l'once d'argent, elle était à 20 € en 2020, elle est maintenant à 52 € ce matin-là. Et pour l'or, en gros, c'était 1400 € l'once, et là, maintenant, elle est à 3600, 3500, 3600. Donc vous voyez bien qu'il y a une dépréciation et une réinitialisation monétaire qui se fait malgré la communication et les problématiques. Et pour se sortir de la dette, nous n'aurons pas le choix que de retourner vers les vraies monnaies, l'or et l'argent métal. Vous terminez votre ouvrage, Marc-Gabriel Draghi, par cette phrase: ce livre n'est pas seulement une analyse, il est une alerte et un appel à l'action. Nos téléspectateurs nous appellent souvent à expliquer ce qu'il faut faire concrètement et pas seulement le blabla. Alors, à quel genre d'action vous faites allusion? Alors, déjà, le blabla, moi aussi, j'étais un peu désespéré en 2020-2021 quand je disais en fait on fait que parler et on ne fait que décrire ce qu'on nous impose. Mais en réalité, on s'est aperçu notamment avec le grand récit que le fait de blablater et de dire des choses, de dire la réalité, le réel embête l'oligarchie et l'hyperclasse. C'est pour ça que là, ils sont en train de perdre du temps sur les modalités de déploiement de ces outils, l'euro numérique, l'identité numérique et le Green Pass. Ça a marché. C'est-à-dire, en fait, mettre en garde le travail de TV Liberté, de faire de la contre-information, de l'information alternative, ça a fonctionné. On a gagné du temps. Je ne dis pas que la guerre est gagnée. Et maintenant, ce qu'il faut faire d'un point de vue économique, c'est déjà mettre la pression sur nos élus, pour ceux qui ont encore confiance en la politique. Et d'un point de vue individuel, déjà, il faut utiliser l'argent liquide. Il faut avoir de l'argent liquide dans sa poche. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Quand vous retirez un billet au distributeur automatique, vous mettez un coup au diable. C'est caricatural de le dire, mais c'est la réalité, puisque c'est un outil qu'on veut vous retirer. Et après, d'un point de vue individuel, il faut acquérir massivement ce que faisaient vos grands-parents, c'est-à-dire de l'or et de l'argent physique. Et même s'il y a un effondrement, si vous, au fond de votre poche, de votre jardin, de votre bois, de votre grenier, je ne sais pas où, vous avez quelque part du métallique, ça vous permettra de vous sortir mieux des gens qui ne l'ont pas fait, malheureusement, et peut-être de mettre un coup, on va dire, définitif au diable, puisque je le rappelle, pour tuer la bête, c'est souvent une balle d'argent qui est utilisée, et je pense que la métaphore n'a rien d'extravagante. On voit bien qu'en fait, il y a une corrélation entre la magie. Le système actuellement, c'est un système alchimique, je l'ai souvent dit à votre micro, mon cher Pierre, on est dans l'alchimie la plus totale. Et le retour au réel, ce sera le retour au tangible et au concret. Et il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un vrai retour au réel dans assez peu de temps maintenant. CBDC, une monnaie pour asservir l'humanité. Merci, cher Marc-Gabriel Draghi, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite après cet entretien, vous pouvez retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TVL pour cet épisode que je vais intituler « L'argent des autres, les enfants des autres, la liberté des autres ». On va commencer par l'argent des autres, puisque c'est bien dans nos poches et pas dans celles des 50 à 70 000 hauts fonctionnaires qui émargent à plus de 15 000 € par mois qu'on va aller chercher de quoi combler nos déficits. Ce n'est pas non plus en faisant des économies, puisqu'on le constate en faisant le solde de toutes les propositions des députés, actuellement examiné au Sénat, il n'y a pas non plus d'économie en vue. Non, un creusement de 6,8 milliards des déficits. Donc, c'est bien l'argent du contribuable, du créateur de valeur qui va continuer d'être ponctionné. Et des créateurs de valeur en France, ce n'est même pas un salarié sur deux. Donc, on le sait déjà, 53% des Français ne payent pas d'impôts. Autrement dit, les impôts sont payés avec l'argent
des autres. Et en ce qui concerne les 10% qui en payent le plus, eh ben ça représente en fait 70% de l'impôt sur le revenu. Alors il y a aussi la TVA que tout le monde paye, et là le gouvernement découvre stupéfait qu'il manque 10 milliards à l'appel. Ben, il en manquait déjà autant en 2024 et en 2023. C'est devenu une véritable spécialité de Bercy que de faire des prévisions de recettes de TVA qui tombent à côté de la plaque. Alors, quand on regarde la masse, 10 milliards, c'est pas colossal comme erreur. Faut savoir que la TVA, ça représente pratiquement 40% des recettes, mais la CSG n'est plus très loin non plus. L'impôt sur le revenu, c'est devenu presque une ressource quasiment marginale. Donc, il manque 10 milliards à l'appel, et figurez-vous, c'est parce que, eh bien, les Français n'ont pas assez dépensé et ils ont trop épargné. Mais c'est vrai que quand on n'arrête pas de vous dire que le pays est en faillite et qu'on va venir vous faire les poches, bah vous n'êtes pas tellement tenté de dépenser de l'argent et vous avez tendance effectivement à épargner. Et puis il y a aussi l'argent des autres pour financer la guerre en Ukraine. Et donc là, l'idée géniale qui est défendue, répétée à l'envi par monsieur Jean-Noël Barrot, c'est que l'on va taper dans les 140 milliards d'avoirs russes. Alors c'est pas, on leur pique pas l'argent, on leur rendra avec les dommages de guerre qu'ils vont verser à l'Ukraine, puisque c'est l'Ukraine qui va nous rembourser les emprunts garantis par l'argent que l'on va sortir en fait, bel et bien, des avoirs russes gelés. C'est absolument invraisemblable, mais on est prêt à tout à l'Élysée, à Matignon, pour nous faire gober que la guerre doit continuer. Et elle continuerait bien sûr avec les enfants des autres. Le général Mandon, dont la carrière a fait une ascension spectaculaire depuis qu'il est devenu un conseiller militaire de l'Élysée. Il est passé de colonel à général 4 étoiles en rien de temps. Alors, pour l'armée de l'air, en ce qui le concerne, c'est sa spécialité. Nous allons donc devoir admettre que pour défendre la France, l'Europe, eh bien il faut accepter de sacrifier notre confort, mettre notre économie au service de la guerre. Ça sera effectivement la mobilisation des moyens, ce qui se fait effectivement dans tout dans tous les cas de préparatifs d'un conflit. Mais il faudra également sacrifier ses enfants. Bon, cet élément de langage patriotique, si j'ose dire, il avait déjà cours en 1870, en 1914, en 1939, mais à l'époque, la France, c'était la France, c'était pas quelque chose en train de se dissoudre dans l'euro-fédéralisme, et la France avait des dirigeants respectés, et pas un dirigeant qui n'a jamais fait son service militaire et qui n'a jamais eu d'enfants, mais qui se verrait très bien sacrifier les enfants des autres dans un conflit qui, s'il survenait avant mai 2027, lui permettrait de se maintenir au pouvoir, puisqu'on ne peut pas organiser d'élections au cas où la France rentrerait en conflit. Donc ce serait effectivement une sorte de scénario à la Zelensky. Et je vais terminer donc cette chronique avec la liberté des autres. Alors l'Élysée, Matignon, les médias mainstream, eux, ont la liberté totale de nous enfumer, de nous raconter absolument n'importe quoi. Et ça devient quand même très très chaud parce que de plus en plus d'éléments factuels incontestables sortent concernant les effets secondaires du Covid. On n'a pas oublié non plus le traitement des résidents des EHPAD au Rivotril, et c'est de plus en plus difficile d'étouffer toutes les études qui sortent du Japon à la Corée du Sud, aux États-Unis,
Alors pas trop le Canada encore, mais enfin il y a quand même des études qui disent que l'hydroxychloroquine en association avec certains antibiotiques, ça marchait quand même pas si mal que ça sur le Covid, mais surtout qu'aux États-Unis, eh bien on reconnaît effectivement qu'il y a eu des centaines de milliers d'effets secondaires et qu'en fait il y a eu probablement plus de décès causés par l'inocula ARN qu'il n'y a pu y avoir de personnes d'un grand âge sauvées par le vaccin, parce que de toute façon, quand vous avez 85 ans, votre horizon de survie est quand même assez réduit. Alors, pour nettoyer les réseaux du fake, Monsieur Macron et plus haut en Europe, Ursula von der Leyen, envisage de faire superviser, fact-checker l'information, alors par des gens qui ont un peu le profil des Rudi Reichstag, des Mendes France, Julien Pain, des désinformateurs professionnels, plus des tas d'associations et ONG, pratiquement toutes marquées à gauche, d'après la liste qu'on a pu consulter. Il y aurait également le CRIF, des associations liées à Elnet, ce qui rendrait toute critique d'Israël absolument impossible. Voilà, donc l'État veut le monopole de la désinformation et il n'est plus question, évidemment, que l'on puisse renouer avec le réel au travers des réseaux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.